je vais vous demander eh bien de faire un petit programme qui va me générer en quelque sorte une commande. Alors, voilà le sujet. Alors, l'objectif, c'est, vous allez bien sûr devoir créer des fonctions. Je ne veux plus que le index.php, ce soit une tartine de code, etc. Il va falloir découper en fonctions. Il va falloir manipuler des variables globales. Enfin, il va falloir. Oui, je vous demande de faire ceci. Je vous demande donc d'implanter des fonctions avec des paramètres typés et éventuellement de signifier des valeurs par défaut. Et il va falloir aussi mettre en place, pour résoudre ce problème, une data qui va être adaptée au cahier des charges. C'est même la première des choses qu'il va falloir faire. Voilà. Alors, en bonus, je vous demande même, au lieu de travailler avec un fichier index.php, d'avoir une orientation bibliothèque. D'accord ? C'est-à-dire que vos fonctions spécifiques, si elles ont trait à la même chose, je souhaite que vous les mettiez dans un fichier à part que vous allez inclure dans votre code principal. Voilà. Le sujet néanmoins, c'est gérer un panier de courses. Donc, par exemple, je vais faire en sorte de mettre dans mon panier des composants et ces composants ont un prix unitaire et ils peuvent être en nombre. Donc, par exemple, je vais pouvoir mettre tout ce genre de choses. Voilà. Donc, la première des choses, c'est toujours avec quelles données je vais travailler. D'accord ? Donc, alors je vous aide un petit peu. Ça vous donne un petit conseil. Donc, au final, il faut générer une commande. D'accord ? Donc, si je totalise 5 bières à 2 euros, etc., je vais avoir un chiffre. D'accord ? Alors, au niveau de la conception, la première des choses à faire, c'est de trouver la bonne structure, tableau à clé, comme on l'avait vu hier ou avant-hier. Okay ? Donc, au final, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai ma commande finale. Ma commande, elle est faite de plusieurs items et même de plusieurs ensembles d'items. Parce qu'une bière, ça vaut 2 euros, par exemple. Et comme je commande 5 bières, eh bien, j'ai 10 euros. D'accord ? Etc., etc. Donc, il faut que vous trouviez la bonne structure pour vous adapter à ça. OK ? Voilà. Alors, là où on va essayer d'appliquer ce que je vous demande de faire, c'est qu'il va falloir créer des petites fonctions. D'accord ? Alors, donc la commande, c'est la globale. Je vous conseille de déclarer la commande en variable globale. Parce que le but de toute notre petite fonction, ça va être de mettre à jour cette commande, bien sûr. Comment ? Eh bien, je vais faire une fonction d'ajout. Je vais faire une fonction d'ajout de produits dans le panier. Et je dis que par défaut, on ajoute un item au panier. D'accord ? Donc, vous allez faire une fonction, vous l'appelez comme vous voulez, bien sûr. En général, ça s'appelle add. Une fonction d'ajout, bon, ça s'appelle add. D'accord ? En général, ou quelque chose comme ça. Donc, vous allez rajouter un produit au panier. Vous allez faire, par exemple, add bière, virgule 2, c'est le prix de la bière, virgule 5, c'est le prix unitaire de la bière. D'accord ? Il faut que cette fonction mette à jour la globale. OK ? À l'issue de ça, j'ai rempli mon panier. Il va falloir que je fasse une fonction de mise à jour de la commande. C'est-à-dire, je vais devoir faire les petits calculs. Donc, je vous demande de mettre à jour, bien sûr, le prix global, mais aussi de générer la date, etc. Et en dernier lieu, c'est toujours en dernier lieu qu'il faut faire ça,
Parce que là, déjà, je vous prépare sur ce qu'est l'orientation un petit peu MVC. Et en dernier lieu, je fais un affichage. Voilà comment il faut travailler, à mon avis. Donc, j'ai des fonctions unitaires qui vont me permettre de rajouter des composants à ma commande. Voilà. Ensuite, j'ai quelque chose qui va me permettre de faire tous les calculs. Et quand tous les calculs sont faits, c'est uniquement à ce moment-là, je pense à faire un petit rendu. Donc, entre-temps, vous faites Vardem. Je le marque. Faire Vardem. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire que ce que je souhaite, c'est que quand vous avez fait vos divers achats, là, tout ça, vous avez rajouté de la bière, tout ce que vous voulez dedans, de la pizza, tout ça, eh bien, ce que je voudrais voir, c'est l'état de la donnée. D'accord ? Une fois que la donnée est valide, vous faites en dernier lieu, je le marque, faire en dernier lieu un bel affichage. Donc, à la limite, si vous ne faites pas ça, moi, je m'en fiche. Donc, au final, il faut afficher un truc comme ça. D'accord ? Donc, ce qu'il faut toujours faire, c'est avoir cette… Enfin, je vous conseille, hein, c'est avoir cette approche. C'est-à-dire, je réfléchis pour avoir quelle est la structure idéale pour mener à bien ce problème. Hop, je mets au point mon scénario. Je m'assure que la data générée ou les data générées sont valides. Hop, je fais Vardem. Et quand tout ça, ça marche bien, vous faites le HTML. Et donc, vous comprenez bien que ce qui m'intéresse, c'est l'état, moi, de la data. Le fait de générer une liste HTML, ULLI, je vous fais confiance. En général, quand il ne reste que ça à faire, c'est bon signe. Est-ce que ça vous parle, ça? Voilà. Alors, pour vous aider, quelque part, je vous demande de générer la date. La date en PHP, c'est très dur, c'est date. Ça récupère la date courante. On peut mettre le format qu'on veut. Je marque confère php.net. Voilà ce qu'il faut faire. Ça vous parle? Donc, au final, alors voilà mon programme. Au final, ça génère quelque chose comme ça. D'accord? Donc, j'ai derrière, bien sûr, un truc flexible. Voilà, je vais passer ma bière à 4 €. Voilà. Et voilà, hein, vous voyez, donc. Ah non, 4, c'était le nombre de bières que je commande. Ma bière, elle vaut toujours 2 €. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai bien une modification de la commande. Donc, ça a l'air de marcher à peu près cette affaire. D'accord? Donc, vous gardez l'orientation que dans le index PHP, eh bien, en gros, c'est un petit scénario. Hein. Donc, c'est là que je dis, ben, je commande 4 bières, je commande 2 bouteilles de vin, voilà, du champagne, etc. etc. Ces éléments, ils ont un prix unitaire. J'en commande 4, donc je fais 4 fois 2. Voilà. Alors, la première des choses que vous allez faire, enfin, si vous souhaitez faire ce genre de choses, c'est il faut partir avec la bonne structure de données. Et la data dans laquelle vous allez stocker votre information, je vous conseille de la passer en tant que globale. D'accord? C'est-à-dire, l'objectif de cet exercice, évidemment, c'est de gérer la commande. Voilà. Voilà le résultat. Donc, j'ai un système. Je vais vous présenter mon programme principal et après les composants de mon programme. D'accord? Donc, j'ai un système flexible. Voilà, je modifie mon scénario. Hein, j'ai viré le pastis. Et voilà ce que j'obtiens. D'accord? 4 fois 2, 8. 2 fois 6, 12. 20 et 15, ça fait bien 35. Alors, comment j'ai fait ça?
Voilà, hein, encore une fois, il y a plusieurs solutions. Hein. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai utilisé un autre fichier pour travailler. De ce fait, mon programme principal est quelque peu allégé. Alors, c'est assez classique quand vous faites du dev, quel que soit le langage d'ailleurs. Hein, il faut veiller à ce que le programme principal, parce que ça, c'est un programme principal, hein, c'est un script, c'est comment dire, c'est un process. Hein, tout le monde comprend que ça, c'est quand je lance cette URL, là, je lance donc index.php, c'est un process. D'accord? C'est un process, c'est un exécutable sur le serveur. Donc, c'est un programme principal. Et un programme principal, vous devez avoir en tête que ça doit être quelque chose, bon, entre guillemets, de haut niveau, et qui masque un petit peu l'implémentation de comment on fait les choses. D'accord? C'est des choses de haut niveau. Hein? Donc, par exemple, ce n'est pas là que je dois trafiquer la date, par exemple, aller récupérer des choses. Voilà. Je ne dois pas faire appel là à des compétences PHP très poussées. Donc, qu'est-ce que c'est un programme principal, hein? Donc, je préfère remettre une couche là-dessus parce qu'il faut coder dans ce sens, même si là, ce n'est pas de l'objet, hein, et ce n'est pas à proprement parler du MVC. Donc, mon scénario, c'est quoi? C'est je rajoute des informations, je rajoute des produits, je mets à jour ma structure et au tout dernier moment, je fais de l'affichage. Voilà, à mon avis, comment doit être ficelé un petit peu un programme principal. D'accord? Donc, vous voyez, j'ai laissé entre parenthèses le var dump. Hein, parce que quand j'ai codé, je n'ai fait le display que quand je me suis assuré que le var dump marche. Donc, je rebranche le var dump et voilà mon var dump. Donc, avant de faire la sortie, là, je m'assure que j'ai bien ce qu'il faut là-dedans. Voilà comment il faut, à mon avis, aborder les choses. D'accord? Donc là, je m'aperçois que là, et puis, ben, je calcule pour voir que ça a marché. D'accord? Donc, je fais mon petit calcul à la main, où 4 x 2, 8, 4 x 2, 8, 8 et 12, 20, 20 et 15, 35, ça a l'air de fonctionner. D'accord? Donc, je fais plus de tests, hein, bien sûr. Voilà le principe. D'accord? Donc, tout se passe dans ma librairie. Alors, pour montrer que ça, ce n'est pas un script que j'exécute, je l'appelle .inc.php, comme include. D'accord? Et j'inclus mon script, c'est comme si j'avais codé, include, c'est copier-coller. Hein? Require, c'est copier-coller de mon script. À la différence que le require, c'est quelque chose de violent, c'est-à-dire si le fichier n'existe pas ou si je ne peux pas l'inclure, ça plante. Paf. D'accord? Vous voyez, ça plante, je ne fais rien du tout. OK? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans mon fichier? Order inc PHP. D'accord? Ça, c'est ce que j'appelle, on va voir quand on fera du MVC, ça s'appelle un modèle. D'accord? Donc, je dois gérer une commande. Je l'ai appelé order inc PHP. Donc, là-dedans, j'ai toute une batterie de fonctions, une API, hein, ça s'appelle, où j'ai les principales fonctions que j'ai appelées dans le programme principal et où j'ai surtout la structure qui m'aide à travailler. Donc, dans cette structure, j'ai rajouté un titre, pourquoi pas, le nom de la personne qui passe la commande, je prévois de rajouter la date, d'accord, j'ai mon prix total et j'ai surtout ma liste d'items. Donc, vous voyez, je fais bien attention de marquer item avec un S. Donc, ça, c'est un tableau à clé qui va me permettre de gérer tout ça. Donc, vous voyez, j'initialise les choses. Donc là, on comprend que le titre, eh bien, c'est de la chaîne de caractères. Vous voyez, il y a ce genre d'infos. Donc,
que sont mes fonctions? Alors, dans ma fonction add, je me contente, dans ma fonction add, je me contente de faire le chaînage. C'est-à-dire, rajout d'un produit, ça consiste à rajouter le nom du produit, le prix du produit et la quantité de ce produit. Alors, l'objectif de ce TD, c'est de vous faire manipuler les fonctions. Donc, vous voyez, je les ai, il me semble, toutes typées au niveau de la signature. D'accord? Et de temps en temps, j'ai rajouté des initialisations. Vous voyez, par défaut, je suppose que je vais rajouter un produit en quantité 1. D'accord? Donc, du coup, la fonction add, je peux l'appeler, vous voyez, avec 3 paramètres, mais je peux l'appeler aussi avec un seul paramètre. Donc, du coup, ça veut dire que je rajoute a priori le champagne en quantité 1. D'accord? Donc, ça, ce n'est pas forcément la chose la plus importante à retenir de la journée, mais c'est assez commode. De mémoire, on ne peut pas faire trop ça dans d'autres langages que dans le PHP. C'est quelque chose qui est assez commode. Hein. Donc, je n'oublie pas le global. D'accord? Donc, l'interpréteur, il comprend que c'est l'order du dessus. Donc, je fabrique mon item. Mon item, eh bien, c'est un tableau à clé. Vous voyez, je rajoute un composant. J'ai rajouté une nouvelle clé, c'est le prix de l'ensemble. Ça consiste à multiplier le prix initial par la quantité. Bon, ce n'est pas indispensable. C'est le prix du lot. Et surtout, je rajoute, je fais mon chaînage. Voilà. Alors, vous voyez, je n'ai pas mis à jour le prix à la volée. J'ai une petite question avant qu'on aille plus loin. Là, on est dans cette fonction, on a initialisé la variable count en 1. Donc, à chaque fois qu'on va exécuter la fonction, ça sera toujours égal à 1, c'est ça? Ou Si c'est une valeur j'appelle par défaut? add avec 2 paramètres, Oui. forcément, dans quantité, il y aura 1. Ah, c'est une valeur par défaut. Mais c'est une valeur par défaut. D'accord. D'accord? Par défaut, un item ajouté. Ah, d'accord. OK, je n'avais pas vu ça. Voilà. Hein? Donc, c'est comme si j'avais fait ici champagne 1. D'accord. OK. Okay, c'est pareil. D'accord? Mais c'est assez commode. Alors, bien sûr, les valeurs par défaut, évidemment, vous comprenez bien qu'on ne peut pas mettre une valeur par défaut ici parce que l'interpréteur ne comprend plus rien. Les valeurs par défaut sont à droite. D'accord? Hein? Entre guillemets, c'est à droite. Hein? Les valeurs par défaut. Alors, ce n'est pas obligatoire, hein, etc. Je préfère que vous typiez vos fonctions et que vous… Ça veut dire qu'on ne pourrait pas tous mettre des valeurs par défaut. Par exemple, name, price, on ne pouvait pas mettre des valeurs par défaut si on Si, voulait. tu peux mettre des valeurs par défaut partout. Ah, d'accord. OK. Mais ce que tu ne peux pas faire, c'est mettre une valeur par défaut ici Et laisser un vide et après… et laisser un vide. Et laisser un vide. Tu vois, quand j'ai mis string name égale 1, il Oui, tique parce qu'il faut du string. d'accord. Tu vois, donc, c'est une bonne chose quand même de typer. Alors ça, il ne faut pas faire ça parce que là, il est perdu. Il faut que les valeurs par défaut soient à droite parce que donc là, ça veut dire que je peux passer la fonction avec un paramètre. Donc là, il ne va pas trop s'y reconnaître. C'est toujours à droite hein, qu'on met les valeurs par défaut. D'accord. Bon, ça, je vais dire que c'est du détail. Voilà. Donc voilà, je fabrique mon item. Mon item, c'est pour pas avoir… c'est pour gérer mes données. Hein. C'est pour pas avoir 25 paramètres dans tous les sens, etc. Donc là, vous voyez que tout est géré dans un tableau. C'est l'équivalent de l'objet PHP, bien sûr. Donc là, vous voyez, je calcule le prix de mon lot. Hein. Le prix de mon lot, c'est… donc, si vous voulez, ça va m'aider à afficher ça. Parce qu'en général, si vous faites du e-commerce, que vous commandez plusieurs articles, vous avez le prix du lot à chaque fois. Donc, vous voyez,
on comprend mieux que 35, c'est la somme de tout ça. On n'a pas besoin de faire les multiplications. D'accord? C'est plus clair. Enfin, ce n'était pas indispensable, ça. Donc, c'est surtout ça qui est intéressant. OK? Donc, j'ai rajouté mon prix, j'ai fait le chaînage, mais je n'ai pas mis à jour mes datas. Hein. Donc, par exemple, je n'ai pas mis à jour ça, je n'ai pas mis à jour ça, je n'ai pas mis à jour ça, etc. Je le fais en bloc à la fin, dans mon update. D'accord? Alors, en paramètres, je passe le nom, Paul ou Patrick ou Elsa, ce que vous voulez. Et par défaut, là aussi, pareil, j'ai dit que le titre de mon opération, c'était apéro. D'accord? Donc, je peux, dans le programme principal, rajouter un titre. Hein. Je peux dire ici birthday. Bon, anniversaire. D'accord? Et ça marche aussi. OK? Voilà, bon, ça c'est du détail. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je mets à jour la date, je mets à jour le nom, je mets à jour le titre et surtout, bien sûr, je calcule prix final. C'est surtout ça qui est intéressant. D'accord. Donc là, je n'ai pas besoin de faire la multiplication puisque je l'ai déjà fait dans le set price. Voilà. OK. Alors, vous voyez, j'ai mis au milieu une petite fonction anonyme parce que, dans ma fonction anonyme, hein, c'est la date. OK. Bon. Alors, la date avec un petit formatage. Mais j'ai trouvé que, alors, afficher la date, c'est quelque chose qui peut être encapsulé. D'accord? Je ne sais pas comment vous l'avez fait, vous. Mais là, j'ai jugé que ça pouvait être intéressant de faire une petite fonction anonyme. Parce que si j'encapsule la date, je dois créer une nouvelle fonction. Eh bien, vous voyez que ce n'est pas du tout le même type de fonction que add ou update. D'accord? C'est vraiment c'est un utilitaire de très bas niveau. D'accord? Donc, c'est pas, disons que s'il y a à faire une fonction anonyme, c'est une bonne occasion de la faire. Est-ce que vous comprenez que formater la date, ce n'est pas une fonction qui est la même nature que mon add ou mon update, qui sont essentiels. Ça, ce sont vraiment des fonctions qui sont des fonctions métiers, je dirais. D'accord? Ce sont des fonctions qui sont essentielles sur l'application. Le formatage de la date, ce n'est pas du même niveau. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte? C'est ça l'inconvénient, si vous voulez, de la programmation procédurale. Quelqu'un me posait la question il y a 2 ou 3 jours. C'est ça l'inconvénient de la programmation procédurale. Eh bien, c'est que quand on fait du procédural, on a le mot-clé fonction et on n'a que ça, si vous voulez. Or, faire un formatage de date dans cette application, ce n'est pas du même niveau que l'ajout au panier. Vous comprenez ce que je raconte? Non. Moi, à partir de la ligne 25 à 27, je suis un peu perdu. Bon, j'ai compris que là, on est en train de configurer, enfin 25 à 27, je veux dire. J'ai compris qu'on est en train de configurer le format de la date, mais tout ce qui est écrit à l'intérieur, j'ai pas compris. Donc là, je fais une fonction anonyme. Oui, D'accord? On a vu ça, les fonctions anonymes. oui, oui. Voilà. C'est-à-dire, à la fonction, je ne donne pas un nom. Oui, oui. Si je donne un nom à la fonction, je suis obligé de la déclarer quelque part dans le script. Dans le script. Mhm. Okay. Tandis que là, en fait, je la fais à la volée. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. D'accord? Donc, j'ai déclaré cette fonction à la volée. D'accord? Donc, ça veut dire que quelque part, dans mon programme, ça ne fait pas partie de l'API, si tu veux. Ça fait partie de l'API, le add et le update, ça fait partie de l'API parce que ce sont des fonctions, je vais dire, de haut niveau. Ça, c'est une fonction de bas niveau. D'accord. Donc, je la fais apparaître un petit peu différemment.
Voilà. Et puis, comme dans le tuto, je vous ai dit qu'on pouvait faire des fonctions anonymes en PHP, voilà une illustration. Est-ce que c'est plus clair pour toi? En fait, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on ne mettrait pas à la place, à la ligne 29, pourquoi on ne mettrait pas directement date en parenthèse YMD HI? Alors, qui lui répond? Parce que, alors, c'est pareil, hein, si je fais ça, je peux le mettre ça, etc. Eh bien, parce que là, quelque part, il y a une petite encapsulation. D'accord? Il y a une petite encapsulation. Mais tu peux le faire aussi. En fait, pourquoi je pose la question? Moi, dans mon exemple, j'ai juste mis égal, date, et j'ai formaté la date. Je me demandais, en Oui, fait, qu'est-ce que ça apportait de plus de… ben, je te réponds. C'est Ah, une ok. encapsulation. D'accord? Formater une date. Donc, tu vois, il y a quand même plusieurs instructions à mettre là-dedans. Oui. Il y a plusieurs instructions à mettre là-dedans. Voilà, enfin, là, on discute de choses. Bon, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est l'utilisation d'une fonction anonyme. Ce n'est pas du D'accord. tout indispensable de faire ça, que ce soit clair, hein. Ok. Mais du coup, ça donne le même résultat que ce qu'on Ah a ben, bien fait. sûr, oui, ça donne le même résultat. Enfin, D'accord. j'espère, il faut que ça marche quand même. Voilà. Ok. D'accord. Ok. C'est juste Vous ça. avez là un exemple de création de fonction anonyme. Voilà, D'accord. alors, donc, je pense qu'il faut faire une fonction pour formater la date. Parce que je l'isole dans un coin. Si je veux modifier le format de date, ben voilà, c'est encapsulé. C'est dans un bloc fonction D'accord. Ok. qui est dédié à ça. Et alors, je n'ai pas voulu faire une fonction à part, parce que si je fais la fonction à part, je vous dis, elle n'est pas du tout de même niveau que les autres fonctions. D'accord? Et comme quand je fais du PHP procédural, je n'ai pas le choix, il n'y a qu'un mot-clé fonction. Il n'y a pas fonction de bas niveau, ça n'existe pas. Ça. C'est tout D'accord. fonction. C'est ça l'inconvénient majeur de la programmation procédurale. C'est que on n'a pas à notre disposition l'aspect encapsulation. Je ne peux pas mettre ça dans une boîte qui s'occupe que de ce genre de choses. D'accord. Ok. Voilà. Donc, je mets à jour tout ça et surtout, je fais calcul du prix final. Voilà. Ensuite, je fais une petite fonction qui fait l'affichage. Donc, ça, c'est sans commentaire, hein. Donc, j'ai besoin de générer, je fais appel à mon HTML parce que, à mon tableau HTML parce que ce tableau HTML, je m'en sers un peu partout et je génère un ULLI. Donc, il faut quand même l'encapsuler dans une fonction. Et le tableau HTML est déclaré dans le Voilà, index. le tableau HTML, il est dans le programme principal. Si je veux, vous voyez, hein, il est déclaré dans le programme principal. D'accord. Et en fait, le fait de rajouter require à la ligne 5, en fait, ça fait un lien, c'est ça? Ah, c'est un copier. J'ai inclus un fichier. J'ai inclus les composants d'un fichier. D'accord. Require, c'est En fait, je me inclus. demandais, est-ce qu'il n'y C'est avait pas besoin, copier-coller. je me demandais, est-ce qu'il n'y avait pas besoin de faire un require dans d'autres fichiers PHP pour pouvoir inclure, en fait, HTML, en fait, la variable Voilà, hein, HTML. vous pouvez. Donc là, vous voyez, le but, c'est d'alléger mon main. Hein, et mon main, il s'appuie sur une bibliothèque. Hein, c'est une bibliothèque, je vais l'appeler inc.php. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais je signifie par là que c'est un fichier include. Ce n'est pas un fichier que j'exécute. OK. Ce n'est pas un fichier que j'exécute. Ce n'est pas un script que j'exécute. Donc, le int, c'est quelque chose, enfin, c'est un mot-clé que PHP comprend, c'est ça? C'est pas Non, non, juste non, un… non, ce n'est pas un mot-clé. Tu peux l'appeler comme tu veux. D'accord. OK. Moi, je signifie que c'est une bibliothèque. D'accord. D'accord? À la relecture, on voit que index.php, eh bien, voilà. Alors, si j'avais à gérer, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, là, je gère une commande. Si j'avais à gérer des utilisateurs, j'aurais peut-être fait un user.inc.php. D'accord. En fait, c'est une codification, quoi, pour se repérer facilement. Voilà, c'est une bibliothèque. OK. Dans cette bibliothèque, j'ai la définition de mon ordre,
enfin de ma commande, j'ai la façon d'ajouter à ma commande, j'ai la façon de mettre à jour ma commande, et par exemple, j'ai la façon d'afficher ma commande. Et par exemple, si j'avais voulu faire une suppression d'article, ben, j'aurais fait un del. Voilà. OK. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Alors là, ce n'est pas de l'objet, ce n'est pas du MVC, mais ça en prend le chemin, si vous voulez. Le but, c'est vous prouver que même si on fait du procédural, parce que peut-être que vous aurez à maintenir des sites qui sont faits en procéduraux, ben, quand c'est organisé comme ça, il me semble qu'on s'y retrouve. Sinon, c'est plus difficile. Vous voyez, dans les gens qui ont présenté là tout à l'heure, il y avait les fonctions au milieu de l'exécutable, tout ça, c'est plus difficile à lire. D'accord. OK? Bon, ben, on va peut-être faire pause. On se retrouve à 13h35. Je vous livrerai ça et vous me ferez vos retours là-dessus. S'il y a des OK. choses que vous n'avez pas comprises. Enfin, je ne suis pas pressé, moi. Hein. Non, Bon. non, enfin, pour moi, enfin, moi, j'essaie de comprendre plutôt la logique. Donc, je ne suis pas rentré dans la… Voilà. Vous retenez de ça. Donc, bon, voilà. Il faut, si vous faites du dev PHP, vous avez à développer des scripts. Un script, ça doit avoir cette tête. D'accord. D'accord? Ça commence par des require, ça veut dire j'ai besoin de tel truc, de tel truc, de tel truc pour m'aider à faire mon fonctionnement. Donc, je fais un petit peu de conception et mon programme principal, c'est un scénario. Ça doit être, un non-développeur doit être capable quasiment de le modifier. OK. Il doit comprendre ce qui se passe. Je rajoute des choses, je mets à jour. Alors, peut-être que le mot update est mal défini. Alors, ça pourrait s'appeler run. Hein, bon, moi, je suis très orienté objet. Donc, bon, quand on fait de l'objet, on va appeler ça run ou execute. Vous voyez? Et après, je passe à l'affichage. Ça va s'appeler view. L'affichage, c'est view. Alors, ça s'appelle donc des variables persistantes. Donc, le contexte, c'est chaque page PHP est associée à un process indépendant. Il faut donc, sur un projet, trouver un moyen de mémoriser les valeurs. Donc, exemple, quand je suis connecté sur mon site bancaire, je vais accéder à mes comptes, etc., etc. Et si je fais une autre opération et que je reviens à mes comptes, eh bien évidemment, je n'ai pas envie de me reconnecter. Alors, donc c'est vraiment un exemple. Donc, sur pas mal de sites, ça existe, ça. Quand on est connecté, c'est souvent lié à la connexion. Quand on est connecté, vous voyez votre avatar dans un coin du site. C'est souvent ces choses-là. Et donc, ce qu'ils ont fait, eh bien, comme là, beaucoup de sites sont faits en PHP, eh bien, ils ont donc trouvé un moyen de mémoriser des informations d'un script à un autre. D'accord? Donc, par exemple, quand vous êtes connecté sur votre site bancaire, l'action de se connecter, et ce que je veux dire, c'est ça peut être coûteux. Il y a certainement un accès base de données, etc., etc. Donc, il ne faut pas le refaire à chaque fois. Et puis, vous n'avez pas envie de vous authentifier à chaque fois que vous cliquez sur une page. Donc, c'est fait une fois pour toutes. Hein, sauf, vous avez remarqué, si vous êtes pendant souvent un temps qui est égal à une demi-heure, si vous êtes inactif pendant une demi-heure, vous êtes déconnecté. Alors, on va essayer de voir comment ça marche. Donc, on peut faire ça, c'est-à-dire faire en sorte, donc ça s'appelle en fait faire en sorte que d'un script à l'autre, il y ait des variables persistantes. On peut le faire avec les fameux cookies. Alors, les cookies, ça se passe côté client. D'accord? C'est-à-dire, c'est sur votre navigateur. Donc, il s'agit d'un petit fichier hein, qu'on va enregistrer sur l'ordinateur du visiteur. Malheureusement, ces cookies peuvent être désactivés. C'est-à-dire, sur votre client, vous pouvez désactiver les cookies, auquel cas, l'action ne marchera pas. OK? Alors ça, les cookies se passent côté client. Alors, comment je fais pour écrire un cookie? On va faire un exemple.
Donc, il y a un bout de code PHP à rentrer. Donc là, vous voyez, par exemple, je veux mettre un cookie sur mon pseudo et sur mon pays, sur le pays France. D'accord? Eh bien, si je mets le cookie avec un premier script, eh bien, je peux récupérer cette information avec un deuxième script. D'accord? Alors là, ça fait intervenir encore une variable globale qui s'appelle la variable $cookie. D'accord? Donc, voilà mon premier script. Il met à jour mon cookie. Enfin, mes cookies, parce que j'en ai deux. Là, apparemment, j'ai le pseudo et le pays. Voilà. Et là, je les récupère. D'accord? Donc, j'ai sur cette page en bas, donc il y a un autre script, eh bien, j'ai mon pseudo et j'ai mon pays. Vous voyez, c'est simple comme tout, il y a deux lignes. Alors, un cookie, il a un nom, il a une valeur et il a une durée de vie. D'accord? Donc là, la durée de vie, c'est en secondes en général. D'accord? La durée de vie, là, vous voyez, c'est 365 jours. 365 multiplié 24 heures et une heure, c'est 300 600 secondes. D'accord? Donc, vous pouvez mettre la durée de vie que vous voulez. OK? Donc, je peux fonctionner comme ça. Alors, en général, c'est sur le client, ça. Donc, dans des cookies, on ne met pas d'informations sensibles. Puisque d'abord, ça peut se voir dans le navigateur en clair. Vous avez des onglets dans le navigateur. Vous faites comme ça. Vous avez des onglets dans le navigateur. Clic droit, inspecter. Et vous avez dans le navigateur, dans l'onglet application, par exemple, vous avez vos cookies ici. Donc là, je n'ai pas de cookies sur cette page. D'accord? Mais je peux les voir en clair ici. D'accord? Et je rappelle que sur le navigateur, je peux interdire les cookies. Donc, voilà une façon de procéder qui n'est pas celle qu'on va retenir. Je vous le dis tout de suite. Mais on peut toujours faire comme ça. Donc, j'ai besoin de passer des informations d'un script à un autre. Eh bien, je peux penser à utiliser les cookies. On va faire un petit exemple, vous allez voir. Mais bon, on n'y restera pas trop longtemps. Deuxième manière, c'est plutôt celle-là qu'on va choisir. C'est d'écrire des informations dans la session. D'une part, parce que nous, on fait du back-office, on fait du PHP, donc c'est plutôt on travaille plutôt côté serveur que côté client, c'est plutôt la philo. Eh bien, donc dans la session, je conserve pareil, mais la fonctionnalité, c'est la même. Je conserve des variables sur éventuellement toutes les pages du site. Donc, je peux mettre dans ma session ce que je veux. Alors, la session, c'est un fichier. La session, c'est un fichier côté serveur. Donc, je ne vais pas mettre dans ma session des kilomètres d'informations. Je mets vraiment le minimum, parce qu'en d'autres termes, ça diminue les performances du serveur. Si vous avez 500 utilisateurs en même temps sur le serveur et que chacun a ses sessions créées, s'il y a beaucoup d'infos dans les sessions, ça peut nuire aux performances du serveur. Alors là, pareil, c'est géré par une super globale. Pour démarrer la session, j'ai un ordre à passer. Ça s'appelle session start. D'accord? Donc, dans un premier script, je peux définir ma session. Là, vous voyez, dans ma session, je mets un prénom, un nom, un âge. Voilà. Eh bien, sur tout mon site Internet, maintenant, je peux bénéficier de cette information. Il suffit que j'interroge la globale $_session de prénom. OK? Voilà, vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. Donc, vous retenez les scripts sur un serveur sont complètement indépendants les uns des autres. De temps en temps, on peut être à passer des informations. Donc, le bon exemple, c'est comme ça que fait votre site bancaire. D'accord? Je passe l'information de connexion partout et je ne sais pas ce qu'ils y passent. Peut-être qu'ils y passent, je ne sais pas ce qu'ils y passent. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que dans l'information de session, il n'y a pas des datas trop volumineuses. Alors, ne me faites pas dans l'avenir un site Internet où vous mettez tout en session, parce que vous aurez des problèmes de perfo. D'accord?
Vous pourriez, je ne sais pas moi, charger en mémoire toute votre base de données et la mettre en session. Session je mets ce que je veux dans la session. Par exemple, là, c'est une chaîne de caractères, là, c'est un entier, mais ça pourrait être un objet complexe. Ça pourrait être un tableau, ça pourrait être ce que vous voulez. Bon, en tout cas, je vous ai dit que les bonnes pratiques, c'est je mets vraiment ce qui est indispensable. Donc, par exemple, pour le site bancaire, certainement que, je ne sais pas comment ils font ça, mais certainement que dans la session, il y a l'ID de la base de données. Ça doit être un truc comme ça, l'ID de la base de données. Mais pour des raisons de perfo aussi, peut-être que s'il y a une opération à faire à chaque fois qu'on va sur une page web, ben je la fais une fois pour toutes, je la colle en mémoire et puis c'est terminé. Je ne refais pas la même opération. Vous voyez, il y a ce genre de choses qui doit intervenir. Voilà. Alors, je pense que ce n'est pas très difficile, ça. Alors, je vais vous demander un petit exercice. On va essayer de faire ensemble un petit exercice. Je propose qu'on n'y reste pas trop. Donc, vous voyez dans mon exercice, cette fois-ci, je n'ai pas un fichier, mais j'ai deux fichiers. D'accord? Alors, quand je vais lancer index.php, alors j'espère que vous voyez mon écran. Alors, je vais lancer, alors c'est le TD7, hein, parce que c'est une fonctionnalité DR. Alors, voilà, voilà ma session. Donc, je lance mon fichier index.php, j'écris en session et je crée un cookie. D'accord? Donc, vous voyez, en session, j'ai mis une information en session, 850. D'accord? Et maintenant, je vais démarrer un autre script. Je crois que je vais l'appeler view.php. Voilà mon autre script. Et ce view.php, à mon avis, le but, c'est qu'il aille lire ce 850 et ce Philippe. Voilà ce que vous allez faire. D'accord? Donc, vous voyez, ce 850, je le récupère du script précédent parce que je l'ai écrit en session. D'accord? Et je fais de même avec le cookie. Alors, si je relance index.php, eh bien, j'ai détruit mon truc de la session. OK? Alors, si je le relance à nouveau, je pense que je le recrée en session. Vous voyez, je mets en session un autre nombre. D'accord? Donc, si je ramène view.php, je récupère ce 821. Voilà ce que vous allez essayer de faire. Donc, il va falloir travailler avec deux scripts. L'un va écrire des choses en session et dans un cookie, et l'autre va faire que le lire. D'accord? Alors, on va essayer de fonctionner en flip-flop, c'est-à-dire si je rappelle la même fonctionnalité, je vais détruire ma session et détruire mon cookie. Vous allez essayer de faire ça. Alors, précisément, donc ce que je travaille, c'est le passage d'infos d'un script à un autre. D'accord? Ou d'un script au même script, hein, bien sûr. Soit avec la session, soit avec le cookie. Alors, je vous demande de faire en priorité avec la session. D'accord? Le cookie, c'est la session. Le cookie, c'est vraiment pour des sites, voilà, pour des sites, bon, nous, on fait du travail opérationnel, hein. La session, c'est côté serveur, il y a un masquage, etc., etc. Donc, je vous demande de créer deux scripts. Donc, il n'y a plus uniquement index.php, mais index.php et view.php, vous l'appelez comme vous voulez, bien sûr. Le premier doit créer une variable session. Alors, je vous demande pour que tout le monde ait le même code. La session s'appelle sesID. Et je mets en session un nombre aléatoire. Un 100. Bon, alors je vais lui mettre un 1000. Pas grave. Et un cookie. D'accord? Un deuxième appel à index élimine ces valeurs. Donc, vous avez remarqué que si je lance deux fois index et que j'appelle view derrière, je n'ai rien du tout. D'accord? Le deuxième script view affiche uniquement ces deux infos. Donc, le script view, il fait que de la lecture. Le script index, il met à jour, il définit la session, pareil pour le cookie,
Et si je le rappelle, si la session est définie, il l'élimine. Alors, détail, donc la session, je rappelle, c'est un fichier sur le serveur et il est récupérable avec la globale session. Pour gérer les sessions, il ne faut pas oublier une instruction PHP qui s'appelle session start. Pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est fait sur php.net. Le cookie est sur le client. Pour tuer un cookie, lui mettre une durée de vie nulle. Voilà, voilà. Alors, quelques fonctions qui peuvent vous être utiles. Is7, on l'a déjà vu. Donc, ça teste l'existence d'un élément de tableau. Donc, vous avez vu qu'écrire dans la session, ça consiste à écrire dans la variable globale $_session qui est un tableau associatif. Voilà, donc je vous donne les éléments qui peuvent vous servir. Une set, ça détruit un élément de tableau. D'accord ? Set cookies, c'est pour créer un cookie. Et set cookies avec une durée nulle, c'est pour le détruire. Pareil, set cookies, c'est dans php.net. Est-ce que vous comprenez à quoi ça sert tout ça? Donc, vous aurez forcément, si vous faites un site Internet, vous aurez forcément à gérer ce genre de choses. Ne serait-ce qu'en général, si vous faites un site Internet, vous allez avoir des histoires de connexion et de déconnexion. Ben, ça se gère comme ça. Hein. Quand je suis connecté, en général, je mets en session mon ID de connexion. Hein, et chaque fois que je suis sur un script, je regarde si je suis connecté ou pas. En général, si je suis connecté, par exemple, je vois des pages supplémentaires. Hein, c'est le cas du site bancaire. Si vous allez sur bnp.fr, vous allez voir les pages standards que tous les clients voient. Et quand vous vous connectez, vous allez voir des pages supplémentaires. C'est comme ça que ça se gère. D'accord? Vous le saviez, ça peut-être déjà, tout ça? Non. Voilà. D'accord? Donc, voilà. Alors, donc, vous avez session et cookie. Hein, donc, je vous propose en priorité de faire la session. Moi, personnellement, de tous les sites que j'ai fait, je n'ai jamais travaillé avec les cookies. Mais bon, donc si vous faites un site léger, etc. Voilà. Alors, normalement, il faut demander l'autorisation, tout ce genre de choses. Hein, donc, c'est aussi une bonne raison pour ne pas les utiliser. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. Donc là, vous voyez ce que fait mon programme. Donc, je relance mon view PHP. Vous voyez, j'ai en session, alors je parle que de la session, hein, j'ai en session un nombre. Alors maintenant, pour éliminer ce nombre, je relance mon premier programme. Voilà, mon premier programme me dit il n'y a plus rien en session. Donc, effectivement, si je relance view, mon index PHP fonctionne en flip-flop. Hein. Voilà, vous voyez, je n'ai plus rien en session. Maintenant, si je relance, bon, vous avez vu, si je relance l'opération, j'ai quelque chose en session. D'accord? Alors, pour illustrer ce que j'ai dit, si je lance index PHP, vous voyez, par exemple, il vous dit cookie, myCookie égale Philippe défini. D'accord? Alors, pour voir si ça marche bien, hop, je vais dans inspecter. Hein, je fais application cookie. Application cookie. Hop, et vous voyez, on retrouve myCookie Philippe. D'accord? Alors, si par exemple, je le supprime, d'accord, et que je lance view, à mon avis, il va me dire que le cookie n'existe plus. MyCookie n'est plus défini. D'accord? Donc, vous voyez, je l'ai tué. Pareil, ça, quand je crée en session, il y a un cookie qui est créé, mais qui est masqué. D'accord? Qui est masqué, qui est encodé.
Voilà. Donc, ça, c'est pour voir si votre opération a fait. Donc, quand vous allez lancer votre index PHP, normalement, vous devriez écrire, donc je relance tout ça là. Hein. Donc, si je relance index.php, d'accord. Alors, donc, il m'a détruit, puisque j'avais un truc en session, donc il me l'a détruit. Par contre, il m'a recréé, ce qu'il faut. D'accord? Alors, je vous envoie ceci. Et vous allez essayer de faire ce TD7. C'est pas très compliqué. Donc, en fait, dans l'index, on met les cookies et dans le view, on met la session. Dans l'index, dans un premier temps, tu affectes le cookie et dans view, tu constates que tu as bien affecté la session et la session et le cookie. Voilà. Alors après, ce que tu peux faire, c'est, pour ne pas avoir à les détruire à la main comme j'ai fait ces informations, mais tu peux le faire aussi. Ce que tu peux faire, c'est dans l'index, tu regardes si tu as déjà défini le cookie. Alors, je parle le cookie et la session. Si c'est le cas, tu la tues. Tuer l'élément en session, je vous donne la méthode, c'est une set. C'est attaquer un tableau à clé et supprimer un élément d'un tableau à clé. Mais si on peut supprimer la session complète avec session destroy. Oui, tu peux faire ça aussi. Mais s'il y a d'autres choses en session, tu tues tout ce On qu'on tue toute la session, en fait. Comment? Tu tues toute la session. Si tu fais autre chose sur ton navigateur, peut-être que tu actives des sites qui travaillent aussi avec des sessions, etc. Donc, tu tues tout. Donc, il vaut mieux peut-être détruire l'élément affecté, si tu le connais. Bon, c'est du détail, ça, c'est du détail, mais c'est une bonne remarque. Alors, mon code, c'est... donc, voilà mon code. J'ai dit qu'on travaillait à la fois sur la session et pour les ID. Alors, pour la session, j'ai besoin de faire appel à Session Start pour démarrer ma session. Donc, mon programme, conformément à ce que j'ai dit dans le cahier des charges, il teste si j'ai quelque chose dans la session au niveau de la clé que j'ai appelée SesID. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je récupère un numéro je tire au sort un nombre entre 1 et 1000, d'accord, et je le mets dans la session avec la clé SesID. Puis je fais un petit message. Voilà. Si au contraire, je relance le coup d'après le même script, eh bien, comme je vais avoir ça en session, eh bien, je le détruis. Donc, toi, tu pourrais faire des unset $session avec chacune de tes clés. J'ai fait un $destroy et un session destroy et ça m'a tout enlevé. Bon. Du coup, mon vue maintenant il est vide. Voilà, donc c'est un peu violent. Voilà. Sinon, tu peux faire un unset de chacune des variables. C'est ce que j'ai pensé au départ. Et quand j'ai fait un quand j'ai réouvert la session derrière, j'ai bien seulement mes deux données en fait. Ok. Non, mais ça marche bien, hein, c'est clair. Voilà, donc vous retenez que, bon, alors j'insiste plus sur la session, donc voilà. Donc mon index PHP, il fonctionne en flip-flop. Hein. Si je n'ai pas, une information dans ma SesID, eh bien, je la crée. Si j'ai une information, je la détruis. OK? Et je fais pareil pour les cookies. C'est la même chose. D'accord? Sauf que le cookie est sur le navigateur et l'autre sur le serveur. D'accord? Donc là, je mets dans le cookie un nom, voilà, mon prénom, et je fais un set cookie. D'accord? Et dans le set cookie, eh bien, il y a, vous voyez, il y a tout un tas de paramètres. Donc, vous voyez déjà,
que les fonctions, ça correspond un peu à ce que je vous ai expliqué ce matin. Hein. Vous voyez la déclaration des fonctions, elles sont, les structures, elles sont typées. Donc, vous voyez que le premier paramètre, c'est un nom. D'accord? Donc, c'est le nom de mon cookie. Et vous voyez que les autres paramètres sont facultatifs. D'accord? Donc, si je veux, je peux les mettre. Donc, je peux faire un set cookie avec une valeur que je veux et je peux mettre donc 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7 paramètres. D'accord? Voilà. Hein, donc là, je n'ai pas mis de durée pour mon cookie. Là, j'ai mis une durée pour mon cookie. D'accord? Donc là, le set cookie, il détruit le cookie parce que je ne mets pas de valeur. Et comme vous voyez, dans set cookie, par défaut, expires vaut 0. Ça veut dire que ça consiste à tuer le cookie. Donc, je mets une durée de vie de 0. Voilà. OK? Donc, je n'ai pas mis de paramètres, donc c'est une durée de vie. Là, par contre, je mets un cookie. Je mets... qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que j'ai mis là? Je ne sais plus ce que j'ai mis. Cookie détruit. S'il n'existe pas, je le crée. Ça ne marche pas, ça. Non, là, il y a une valeur par défaut. OK? Et set cookie, value expire. Donc, c'est là, c'est. Je ne comprends pas ce que j'ai fait là. Là, je définis mon cookie. Voilà. Et là, je détruis mon cookie. Oui, voilà. Une set. OK. Donc, je l'enlève du tableau. Et c'est surtout le winset qui marche, puisque je l'enlève du tableau. Voilà. Moi, je l'ai écrit cookie, set cookie. Si, c'est ça. Voilà. Oui, si, c'est ça. OK. Alors, mon autre programme, eh bien, il se contente de visualiser. Si j'ai quelque chose dans ma session, je l'affiche. Sinon, il affiche un message d'erreur. Et pareil pour le cookie. Si mon cookie est défini, je l'affiche. Sinon, j'affiche un message d'erreur. Cookie n'est plus défini. OK? Voilà. Donc, ça donne ça. Donc là, comme je l'ai détruit à la main, il se passe la chose suivante. Vous voyez, à chaque fois, j'ai un cookie différent. J'ai une valeur du cookie, une valeur de session différente. Voilà, donc là, on retient que de temps en temps, si je n'ai pas besoin de le faire, je ne le fais pas, bien sûr. Voilà comment je fais persister une valeur d'un script à un autre. OK? Les autres solutions, c'est, je vous dis, stocker l'un stocke dans la base de données et l'autre script va rechercher l'info dans la base de données, mais c'est coûteux. Donc, classiquement, on voit ces opérations quand on se connecte sur un site ou quand on s'authentifie sur un site. En général, le script va chercher quelque chose, au minimum l'identifieur dans la base de données, et on se trimballe sur tout le site avec l'identifieur. Donc, pour voir si on est connecté, eh bien, le script, en première opération, regarde s'il y a un ID de connexion. S'il y a un ID de connexion, eh bien, il va faire telle ou telle chose. S'il n'y a pas d'ID de connexion, il va faire autre chose. En général, moins de choses. PHP un petit peu avancé.
avancer. Donc là, on vient de voir ce qu'on appelle les variables persistantes. Maintenant, on va parler un petit peu des expressions régulières. Alors, je rappelle que donc on en avait parlé pour le JavaScript et il y a très peu de différences. D'accord? Il s'agit de, de manipuler des textes un petit peu complexes. OK? Eh bien, les expressions régulières vont nous permettre de faire des choses assez puissantes sur des chaînes de caractères. D'accord? Alors, donc, il y a 2 étapes. Donc, je répète, là, on travaille sur des expressions régulières. Hein, donc, ça cherche à… je manipule des chaînes de caractères et je veux savoir, par exemple, si j'ai telle ou telle occurrence dans ma chaîne de caractères. Alors, il y a la méthode à suivre, c'est à mon avis la suivante. Donc, je travaille sur une chaîne de caractères. D'accord? Donc, je travaille sur une chaîne de caractères. Alors, je vous présente, voilà. Ce que je ne vous ai pas encore présenté, c'est dans mon tuto. Quand on a vu les fonctions hier, il y a aussi une rubrique où il y a les fonctions dédiées aux chaînes de caractères. D'accord? Donc, quand j'ai à manipuler une chaîne de caractères pour faire telle ou telle chose, je sais que j'ai à disposition tout un tas de méthodes. Il n'y a qu'à voir dans le php.net. Alors, voilà par exemple des méthodes de base. Il y en a plein. Par exemple, nettoyage. Si je veux nettoyer une chaîne de caractères, je ne vais pas le faire à la main. Je vais utiliser une fonction qui s'appelle le trim, etc. Par exemple, si vous avez des espaces, etc., dans votre chaîne de caractères, ça fait le ménage. Donc, vous avez tout un tas de choses. Vous avez évidemment str to upper pour transformer une chaîne de caractères en majuscule, etc. Vous avez tout un tas de fonctions. Alors, s'il y en a deux à retenir, c'est ces deux-là, implode et join. Parce que implode, ça part d'un tableau et ça fabrique une chaîne de caractères avec séparateurs. C'est par exemple un petit peu la philo d'Excel. D'accord? Vous avez un tableau et vous le transformez en un coup de cuillère à peau en chaîne de caractères avec un séparateur de votre choix. Et donc, vous avez l'opération inverse qui est explode, qui est utile aussi, qui prend une chaîne de caractères et qui va la saucissonner et fabriquer un tableau. D'accord? Donc, vous pouvez quand même retenir ces deux méthodes qui sont souvent très utiles, puisque ça permet de passer de tableau à string et de string à tableau. Et après, il y a tout un tas de fonctions qui existent. Par exemple, substr, c'est un bout de chaîne, etc. Alors, je ne veux pas vous saouler avec toutes les fonctions. Pourquoi je vous lis ça? Parce que là, maintenant, on est sur le traitement à grande échelle de chaînes de caractères. D'accord? Je vais, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on avait fait sur les regex en JavaScript. Par exemple, je peux faire une regex, une expression régulière sur une adresse mail. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'une adresse mail? Eh bien, c'est une chaîne de caractères où il y a un arrobas au milieu, où il y a des choses à gauche, des choses à droite, etc. Si vous voulez définir proprement une chaîne de caractères avec les fonctions chaîne de caractères, c'est compliqué. Parce qu'il faut voir qu'il y a… il faut voir plein de choses si on veut faire les choses bien. Il faut qu'il y ait un arrobas au milieu, mais pas en premier caractère, pas à la fin non plus. Vous voyez, ce genre de choses. Donc là, je fais une expression régulière pour faire ça. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que la méthode, c'est la suivante. Quand j'ai à analyser une chaîne de caractères, ça peut être voir s'il y a un match ou au contraire faire des substitutions. Eh bien, la méthode, c'est j'essaie de voir si je n'ai pas une fonction chaîne de caractères qui fait ça. D'accord? Donc, par exemple, si j'ai une chaîne de caractères et si je veux la transformer en majuscule, je ne vais pas faire une expression régulière, mais l'expression régulière va marcher si je sais la faire. Je vais utiliser
ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça s'appelait to uppercase. Donc, ce que je veux dire, c'est la technique, j'essaie de faire fonctionner les fonctions chaîne de caractères. Si c'est trop compliqué, je fais une expression régulière. Alors, l'expression régulière, non au plus, et en général, est moins performante aussi. D'accord? Mais elle est plus puissante en fonctionnalité. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Alors, ça se passe donc en trois méthodes, en trois phases, si vous voulez. J'essaie de caser une chaîne de caractères. Bon, ça ne marche pas. D'accord? J'essaie de caser une fonction chaîne de caractères. Bon, ça ne marche pas. Deuxièmement, il faut que je fabrique l'expression régulière. Et troisièmement, il faut que je fasse du PHP. Donc, vous voyez, il y a une deuxième phase qui est je fabrique l'expression régulière. Donc, l'expression régulière, la voilà, par exemple. C'est ça, une expression régulière. Donc là, qu'est-ce que fait cette chose-là? Eh bien, ça, je veux chercher dans une chaîne de caractères quelque chose qui commence par A et qui se termine par B, obligatoirement. D'accord? Donc, le petit chapeau, ça veut dire ça commence par, et le dollar, ça veut dire ça se termine par B. Le point étoile, ça signifie qu'au milieu, il peut y avoir n'importe quoi. Alors, vous voyez l'expression régulière, elle est assez simple là. Si je voulais utiliser une fonction chaîne de caractères, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Bon, alors là, en l'occurrence, pas trop, puisque là, il suffit que je dise si le caractère 0 est égal à A et que le caractère de fin est égal à B, c'est bon. Bon, donc là, à la limite, je peux peut-être utiliser les fonctions chaîne de caractères. D'accord? Ce n'est pas très compliqué. Donc, on va voir des expressions régulières qui sont… J'ai une question. Que signifie le point sur l'expression régulière qui est… Là, oui. c'est point étoile qu'il faut lire. Ça veut dire n'importe quoi. Ah, Tout je ce pensais tout ce qui n'importe quoi, est c'était entre. l'étoile seulement. Hmm? Je pensais que pour dire n'importe quoi, c'était l'étoile seulement. Donc le point aussi, il prend en compte. Non, le Point point, étoile, c'est n'importe quoi. l'étoile, c'est quand tu fais une déclaration, c'est quand tu fais une insert into. L'étoile, ça veut dire all, donc tout. Insert, insert dans machin, tout ce qui concerne ça. Tandis que là, le point étoile, ça veut dire que tout ce qu'il y a entre le A et le B, c'est pas important, du moment que ça commence par A et que ça finit par B. Voilà, ça veut dire que AB, ça va marcher, que A taratata B, ça va marcher, et que par contre, A taratata, ça ne marchera pas. OK. D'accord? Donc, je vous conseille de fonctionner comme ça. C'est-à-dire, j'essaie d'utiliser les fonctions chaîne de caractères. Quand ça ne fait pas, je passe à l'expression régulière. Alors, quand je passe à l'expression régulière, il y a la fabrication de ça et ensuite l'exécution avec du PHP. Alors, pour faire, vous pouvez aller, par exemple, sur un site Internet qui va vous valider votre expression régulière. OK? Alors, je conseille d'aller toujours sur… enfin, il y en a plein qui valident des expressions régulières. Qui ne sont, donc là, vous allez voir, ce n'est pas lié au PHP. Hein. Là, donc, il y a un site qui s'appelle regex.com où on va fabriquer des expressions régulières. D'accord? Alors, l'expression régulière, c'était dollar. C'est comme les regex en JavaScript. Oui, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil, mais après, les méthodes de PHP sont différentes. Sont différentes, Mais bien sûr. déjà, il faut savoir faire l'expression régulière. Donc là, je prends l'expression régulière qu'il y avait sur mon tuto. C'était quoi? C'était ça. A, point étoile, B dollar, je crois. OK? Et là, je mets mon test string. Donc, si je mets A, G, G, G et B, il y a un slash après le dollar, ouais, c'est ça. il ne marche pas là. Un escape delimiter must be escaped with a backslash. Tu peux faire marcher ça?
Ça veut dire que le dernier slash doit être celui du 8. Bon, alors, fabriquer l'expression régulière, c'est parfois pas très facile. Hein. Ah ouais, oui, non, mais il y est déjà le slash. Là. Je ne sais pas pourquoi je mets le slash là-bas. Il y est déjà. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai dit? C'était point étoile. Voilà. $. Voilà. Donc là, vous voyez, ça marche. Match information, ça marche. Donc, si par exemple, ça ne se termine pas par B, j'ai oublié le B. Voilà, B. Donc, vous voyez, là, ça ne se termine pas par B, ça ne marche pas. Your regular expression does not match, etc. Donc, on vous explique un peu pourquoi. Donc là, maintenant, si je rajoute le B ici, ça marche. Hein. Donc, je mets n'importe quoi. Voilà, n'importe quoi. Ça va marcher puisque ça commence par A et par B. Alors, quels sont, je fais un petit rappel, hein, quels sont les éléments intéressants pour faire des expressions régulières? Alors, on a ce qui est très utile, c'est ce que je vous ai montré, c'est les terminaisons. Dollar pour commence par, dollar pour se termine par, et le petit chapeau, la carrette, pour le début de chaîne. Les quantificateurs sont importants. Le plus, ça signifie de 1 à n. D'accord? Alors, si je change le étoile en plus, qu'est-ce qui va se passer? Si je change le étoile en plus, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, vous voyez, ça ne marche pas. Parce qu'il lui faut au moins un truc au milieu. Donc, si j'en mets un, ça marche. OK? Donc, vous voyez, on peut faire des choses assez fines. Ça veut dire 1 ou n. Et il y a l'autre instruction, c'est point d'interrogation. Ça veut dire 0 ou 1. Alors, si je mets point d'interrogation, voilà. D'accord? Point d'interrogation, ça va marcher. Par contre, si j'en mets 2, ça ne marche pas. Voilà. Hein, donc ça, petite explication, ce sont les quantificateurs. OK? Le point, donc, c'est n'importe quel caractère. Alors, vous avez aussi les mots, par exemple, anti/W, c'est un mot. Anti/W en majuscule, c'est le contraire. D'accord? Alors, le contraire, ça peut s'exprimer. Alors, un mot, c'est, vous pouvez exprimer un mot par anti/W, mais aussi par cette requête qui est plus précise. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle plus. Donc là, j'accepte des 0 jusqu'à 9. Le tiré, c'est 0 jusqu'à 9, des petits a jusqu'à petit z, et pareil en majuscule. Et j'accepte en plus l'underscore. C'est ça un mot. Alors, si je veux rien de tout ça, je peux mettre un petit chapeau devant. OK? Un nombre, c'est anti/D. C'est comme si je mettais 0,9. Alors, si vous préférez mettre 0,9, vous pouvez, c'est plus par là. D'accord? Donc, vous allez voir, c'est assez rusé, ce genre de choses. Et vous avez aussi la quantification. D'accord? Vous pouvez mettre NM. Ça veut dire que je veux entre N choses et M choses. Donc, si je reviens sur mon petit truc là-haut, si je fais point 2,4, qu'est-ce que ça veut dire, ça? À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Entre 2 et 4. Ben, ça veut dire que je prends entre 2 et 4 caractères. Alors, on va essayer. Je vais en mettre 5. Voilà, vous voyez, 5, ça ne marche pas. Si je mets 4, ça marche. Hein, vous voyez, c'est marqué à côté, match. OK? Donc là, vous pouvez régler le nombre de trucs. Donc, par exemple, si vous voulez régler, comment vous feriez pour régler votre code carte bleue? Alors, je ne vous demande pas votre code carte bleue. Mais comment est-ce que je ferais pour régler mon code carte bleue?
C'est-à-dire en longueur, pour savoir si c'est… Voilà un code carte bleue. Vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est un code carte bleue. Alors maintenant, je vous demande l'expression régulière pour gérer ça. Mais là, il y a pas assez de chiffres. Normalement, c'est plus que ça. Le Ah non, code carte c'est bon, bleue. non, c'est bon, c'est bon. Normalement, c'est 16. D'accord. Oui, Non, Et le code carte bleue, c'est 4, on est d'accord. oui, Ah non, c'est le code pour écrire. Ah, le pour code couper. PIN. Le code, entrez votre code. C'est bien. Ouais, c'est Mais Vous mettez entre la carte et crochets- vous rentrez un truc comme ça. Voilà un code carte bleue. entre crochets, donc 0 à 9, ou même D, tout compris, D. Ouais, D. Alors, ça commence par bon, D. Et après, ça c'est 4 fois, du coup, c'est accolade 4. Voilà, alors on peut faire ça. Donc, vous voyez, ça marche. Mais si je fais ça, ça va marcher aussi. Donc, c'est ça, c'est pas un code carte bleue. Alors, qu'est-ce qui me manque là? Le dollar. Voilà, il manque le dollar. D'accord? Donc, la technique, c'est est-ce que je peux faire ça simplement avec une fonction chaîne de caractères? Oui, je peux le faire, mais il faut que je fasse une boucle, on est d'accord. Oui, mais c'est beaucoup plus long en fait. Voilà, c'est beaucoup plus long. OK? Donc, par exemple, voilà, oui, bon, c'est tout. C'est QFD. Alors, pour faire fonctionner ça, donc ça, c'est l'expression régulière. Donc, il y a un petit travail qui est plus compliqué que le PHP pour faire l'expression régulière. Mais on l'avait vu ensemble, hein, ça, quand même, quand on avait fait du JavaScript. D'accord, donc ça, je vous l'ai dit. Le crochet, c'est au choix une des informations qu'il y a dans le crochet. Et le petit chapeau à l'intérieur de ce truc-là, c'est la négation. D'accord? Voilà. Voilà les choses importantes. Après, il faut manipuler. Et il y a beaucoup d'autres choses à faire. On peut regrouper, récupérer des informations. Voilà. Et vous voyez, donc ça, c'est pas. Voilà, c'est un petit exemple. Voilà un code carte bleue. Est-ce que vous avez comme ça un autre exemple en tête avant qu'on parte en pause? Le numéro de téléphone. Par exemple. Voilà, alors je vais vous le donner en exercice, le numéro de téléphone, donc peut-être une autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir bon, il y a plein de… Comment? Une date. Oui, une date. D'accord. Une date. C'est assez dur, une date. Alors, c'est Donc, c'est un nombre. oui, entre On va 0 et 2. simplifier. Hein, anti/D. 2. Hein? Deux nombres. Ça, c'est le jour. On D'accord? va mettre un slash. Donc, on regarde si ça marche. Et donc, par exemple, on voudrait que 13 slash, il faudrait que 13 slash, donc on va dire même 27 pour bien comprendre. 27 slash 06 slash 2022 marche. On fait, Alors, donc là, je mets un slash. là, il faut faire accolade petit slash, non? Alors, vous voyez déjà, ça ne marche pas. Parce que je crois qu'il faut faire accolade anti-slash slash. Voilà, même anti-slash, ça devrait suffire. Vous voyez, anti-slash, ça, je masque parce que c'est un caractère spécial, le slash. Là, vous voyez, avec l'anti-slash, je le masque. Donc, vous voyez, pour le moment, ça a l'air de marcher. OK? Donc, je reconduis ça pour le jour. Après, on verra, parce que normalement, le mois, c'est de 0 à 12. Bon, on verra ensuite. Hein. Le mois, c'est de 0 à 12. Donc là, pour le moment, ça marche. Et là, maintenant, il me faut 4 chiffres. Après, il y a aussi le trait vertical pour dire où, non? Voilà, pour le moment, ça a l'air de marcher.
D'accord? Donc, vous voyez comment je saucissonne ma date. Voilà, donc vous voyez, si vous avez à le faire avec une chaîne de caractères, ce n'est pas si facile que ça à faire. Alors, c'est un peu inexact parce que le mois, c'est de 1 à 12. Et bon, on ne va pas aller plus loin si vous voulez. Parce que aussi, il y a des histoires d'années bissextiles, donc ça, on ne peut pas le faire. Parce que là, le 31, tout ça, bon, vous voyez, on peut faire ce genre de choses. Mais voilà, donc là, il faudrait, donc là, pour le faire bien avec une expression régulière, il faudrait récupérer les informations, parce qu'on peut faire des groupements avec des parenthèses. Il faudrait récupérer les informations et, vous voyez, j'ai un premier groupe avec des parenthèses et faire un test de validité. Par exemple, je ne peux pas avoir un 31 là si l'année n'est pas bissextile. Bon, je ne sais pas comment on fait ça. C'est assez compliqué à faire. Donc là, peut-être qu'en l'occurrence, là, peut-être une fonction à part entière en PHP est peut-être plus adaptée. Celle-là, elle n'est pas facile à faire. D'accord, mais bon, voilà une fonction de base. Bon. Voilà une fonction de base, voilà, qui est à peu près acceptable. OK? Voilà, donc après la pause, ce qu'on fera, c'est, donc maintenant qu'on a parlé un petit peu de la tâche à mettre en œuvre, il faudra le faire en PHP. Donc là, vous allez voir, c'est très simple, il y a une fonction qui s'appelle PregMatch, c'est tout. Donc là, si je fais PregMatch, effectue une recherche de correspondance avec une expression, voilà. Donc, en général, on utilise celle-là. Donc, voilà, il y a peut-être des exemples par là. Alors, ça ramène PregMatch, ça ramène INT ou false. D'accord? Donc, si ça ramène false, c'est que je n'ai pas trouvé. OK? Donc, le premier paramètre, c'est le pattern. Le deuxième paramètre, c'est le sujet, c'est-à-dire l'expression régulière. Et le troisième paramètre, vous voyez là aussi, ça va être un tableau de valeurs éventuellement à récupérer. D'accord? Donc là, vous voyez, quand je mets des parenthèses, c'est-à-dire je fais des groupements, je vais récupérer les informations dans Matches. C'est-à-dire dans Matches de 0, je vais récupérer le premier groupement, etc. etc. D'accord? Et l'information ici, ça va être vrai ou faux. OK? Alors, et après on fait pause, je vous rassure. Donc, il n'y a pas un exemple plus précis. Bon, voilà un exemple très simple. Voilà ma chaîne de caractères ABCDEF et mon pattern, c'est ça commence par DEF. D'accord? Eh bien, là-dedans, ça veut dire ça commence par, donc je ne vais pas trouver. D'accord? Donc, dans Matches, je n'aurai rien du tout. Voilà. Et donc, vous pouvez tester le PregMatch. Ça va vous ramener false. OK? Donc, vous voyez que le premier paramètre de PregMatch, c'est le pattern. Le deuxième paramètre, c'est l'expression régulière. Et après, les autres paramètres sont facultatifs. Alors, si je veux faire des groupements, encore une fois, dans Matches, je récupère les valeurs. Voilà, je pense qu'il y a un autre exemple en dessous et après, je vous laisse. Voilà, alors là, pas très intéressant ça. Alors voilà mon expression régulière, d'accord? Voilà ma chaîne de caractères de départ, etc. Et donc, le /i, ça veut dire que je suis indifférent à la casse. Donc, je vais retrouver cette expression régulière, puisque PHP, c'est ici. Donc, vous allez passer là-dedans. Voilà, donc là, on va faire une petite pause et après, on fera un petit exercice, un ou deux petits exercices là-dessus, parce que
je souhaite ensuite qu'on passe aux données SQL, etc. Mais ça fait partie du PHP, hein, parce que, donc, je rappelle que le PHP, donc, on fait des sites dynamiques, on produit de l'information qui peut être en grande quantité, donc on a besoin de manipuler des textes et des chaînes de caractères. Donc, il faut quand même connaître un petit peu ça. Alors, on va... donc, j'avais préparé un certain nombre de choses. Donc, on va déjà faire donc, dans ce même exercice, on va faire 3 ou 4 volets. Je propose déjà que vous fassiez une expression régulière simple pour commencer. D'accord? Donc, je vous demande de faire une expression régulière toute simple qui va dire si un item est dans une chaîne de caractères, peu importe la classe. OK? Donc, s'y prendre autrement avec une fonction spécifique, chaîne de caractères. D'accord? Donc, en même temps, comme ça, du coup, dans l'exercice, on aura fait non seulement une expression régulière, mais aussi utiliser une fonction spécifique, chaîne de caractères. D'accord? Alors, je ne vous dis pas laquelle, je pense que vous la trouverez. Donc, il s'agit d'aller voir si un contenu est dans une chaîne de caractères. Donc, regardez un petit peu dans php.net ce qui peut faire ça. Voilà, et comme ça, on aura fait aussi un exemple de manipulation de chaîne de caractères. Alors, le 2 et le 3, on ne va pas le faire parce que je vous avais dit de faire pareil quand on avait fait le JavaScript. Je vous propose de faire le 4 et le 5. Vérifier un code postal. Et ensuite, vérifier un numéro bancaire IBAN. Donc, sur vos comptes bancaires, vous avez des numéros comme ceci. Eh bien, je voudrais que vous me fassiez l'expression régulière pour ça. Voilà. Donc, ça devrait être rapide. Donc, je vous demande de faire le 1, le 4 et le 5. Alors, pour vérifier en PHP, on utilise PregMatch. D'accord? Donc, dans PregMatch, je mets mon expression régulière ici et ma chaîne de caractères que je vais vérifier ici. OK? Et donc, ça retourne 1 si ça marche ou sinon 0. Alors, quand je lance mon programme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc c'est l'exercice 8. Voilà. Bon, donc je regarde le 4 et le 5. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, je me suis un petit peu trompé. Voilà, le 4 et le 5, voilà un IBAN. Et vous voyez, c'est un IBAN qui est valable. Là, voilà un IBAN qui n'est pas valable. Parce qu'en France, sur le IBAN, ça commence par FR76. Et voilà une structure qui est valable pour un IBAN. De même, vous allez vérifier un code postal. D'accord? Ça, c'est un code postal valide, c'est vers Marseille. Donc, résulte égal à 1. Ça, c'est un code postal qui est invalide. Donc, il me faut me trouver l'expression régulière. Alors, je pense que ce n'est pas très rapide. Donc, vous voyez la technique. Hein? J'essaie de trouver une fonction chaîne de caractères qui fait ça. J'y arrive pas. Je passe à l'expression régulière. Je vais sur le site dont je vous parle, là, regex, pour mettre au point l'expression régulière. Une fois qu'elle marche, je code le PHP avec PregMatch. C'est tout. Voilà. Ce que je vous propose, c'est, voilà, on fait ça, je sais pas, il faut un petit quart d'heure pour faire ça. Je vous envoie le sujet, parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir encore. Mais il faut quand même passer un certain temps sur les expressions régulières. Je vous envoie le sujet. Vous voyez, donc on aurait pu aussi saucissonner, donc ça évite de faire une boucle. Voilà, je prends les caractères un par un, je vérifie bien qu'ils sont compris entre 0 et 9. Voilà, mais voilà, vous voyez, je ne saurais pas trop comment le faire, ces expressions régulières, simplement. Très bien. Deuxième exercice, je ne sais pas si j'ai été clair. Deuxième exercice, l'IBAN. Oui, alors qu'est-ce qu'il nous fait de beau?
Ça commence par un F. Voilà, ouais, ça, tu aurais pu le simplifier un peu. Et j'ai un espace ensuite, très bien vu, ça. Il a mis 4 chiffres exactement. Voilà. Et ce bloc apparaît 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et à la fin, ça se termine par un espace et 3 chiffres. Très bien. Moi, j'ai écrit autrement. Par exemple, le FR76, j'ai mis sans les crochets. Oui, ben moi aussi. Moi aussi. Et on est obligé de mettre des parenthèses. Parce que moi, j'ai mis juste. Non, non, tu n'es pas obligé de mettre des Comme ça? parenthèses. Oui, oui, tu peux mettre ça. Ok. Ce n'est Donc, ça pas fait un mot-clé, ça. De temps en temps, vous pouvez avoir des mots-clés. Voilà, alors pour tester, voyons, est-ce que tu peux mettre, au lieu de 009, tu mets 0109? C'est bien, hein, on a bien 0. Ça, ce n'est pas un IBAN. Voilà. OK? Bon. Est-ce que les autres, vous avez compris un petit peu? Vous voyez, c'est un truc assez puissant. Ensuite, après, j'utilise PregMatch. Alors, je peux faire des bacs références dans PregMatch. Je peux passer. Est-ce que tu peux mettre le pointeur sur PregMatch? Voilà, je peux, vous voyez, je peux ramener des matches. D'accord? Vous voyez, je passe en adresse un tableau. D'accord? Et donc, je pourrais récupérer des bouts de chaînes de caractères, des bouts de ce que j'ai mis entre parenthèses. Donc, par exemple, est-ce que tu pourrais montrer à tes collègues, tu rajoutes derrière IBAN, s'il te plaît, virgule, $matches. $matches, voilà. Et derrière, tu fais ligne 28, un var dump de $matches. Vous voyez ce que ça donne, ça? Ah oui, mais c'est parce que tu as 0, là. Oui, il faut que tu reviennes à... Il faut que tu enlèves le 1, là. Le 1,09, là, voilà. Voilà. Voilà, vous voyez, vous avez les matches, là. D'accord? Donc, il a mis entre parenthèses et c'est quoi ça? 8, 8, 45, c'est quoi ça? Oui, je ne vois pas bien, là. Tu peux remontrer ton 8, 8, 8, 8, 45, apparemment, c'est le dernier bloc. OK? C'est le dernier bloc. Donc, tu peux récupérer. Montre-moi ton expression régulière, je ne l'ai pas comprise. Où est-ce qu'elle se ferme, la parenthèse là? D4, voilà. Alors, tu ramènes le dernier bloc. Tu vois? Tu as mis 5 fois là, espace, anti/slash D4 et 5. D'accord? Donc, ça, tu l'as mis entre parenthèses. Ça veut dire que tu as un groupe, tu définis un groupe. Eh bien, là, ça te ramène le groupe. D'accord. Donc là, ça te ramène le dernier groupe. D'accord? Si tu voulais les avoir un par un, il fallait bien sûr pas mettre un 5, un accolade de 5. Donc, vous voyez, vous pouvez aller extraire des bouts de chaîne plus facilement qu'en utilisant les fonctions chaîne de caractères, substring, ou etc. Alors là, par contre, cette expression régulière, on peut la faire avec des chaînes de caractères. Vous avez donc la fameuse fonction explode qui transforme la chaîne de caractères en tableau. Donc, si je fais un explode avec l'espace, je détricote ma chaîne de caractères et je fabrique un tableau dont le premier élément est FR76, puis 28, 52, etc., etc. Donc, j'ai tous mes blocs petit à petit. Donc, je peux les analyser un par un si je veux. Voilà. Mais bon, l'expression régulière va quand même plus vite. Voilà. Donc, c'était pour vous faire une parenthèse sur les fonctions PHP classiques qui sont implode et explode, qui sont souvent utilisées. Très bien. Alors, je vous montre ma correction et on passera à autre chose demain parce que ce n'est pas quand même l'axe de la formation essentielle. Je vous montre donc mon code. Il n'y a rien de passionnant, hein. Alors, j'ai fait exactement comme lui. Donc, voilà ma chaîne de caractères pour le petit 1 où dedans j'ai DW, qu'est-ce que c'est que cet exercice?
Donc, vous, c'était DW. Voilà, DW4B. Donc, je vais chercher simplement la chaîne de caractères DW4B. Vous voyez, sans la casse. Là, j'ai DWWM4B sans la casse. Et comme j'ai mis /i, j'ai indifféremment la casse. D'accord? Et voilà, si je vais chercher ça avec une chaîne de caractères, je fonctionne comme ça. D'accord? Vous avez une fonction chaîne de caractères qui est strPose. strPose va avoir la position de la première occurrence d'une substring dans un string. Alors, pour ne pas avoir de souci de parenthèse, de majuscule, je passe tout en majuscule avec str tout cœur. D'accord? Et normalement, ça me donne le résultat. Dans ma correction, vous aurez l'expression régulière pour la plaque d'immatriculation d'une voiture. La plaque d'immatriculation d'une voiture, en caractères 3 et 7, il y a un tiret. Là, il y a deux lettres à la fin et 3 chiffres au milieu. Donc, voilà mon expression régulière. Ensuite, j'ai fait celle d'un téléphone. Pour moi, voilà un téléphone portable. Il faut que ça commence par 06 ou 07. Vous aurez des exemples de code. D'accord? Donc, vous voyez, ça commence par 0. Après, j'ai soit un 6, soit un 7. Ça, c'est un OU. Donc, c'est assez utile aussi. Ensuite, j'ai un espace ou n espace. J'ai des couples de deux nombres 4 fois. Voilà. Et enfin, la correction de ce que je vous ai demandé explicitement, c'est un code postal. Donc, moi, je préfère le 09 que l'anti/d, mais bon, chacun de voir. Et exactement, il m'en faut 5. Donc, ça marche aussi. Hein. Et le code IBAN, moi, je l'ai fait comme ça. Donc, je pense que j'ai fait exactement comme lui. Voilà. Anti/s, c'est des blancs. Hein. Donc, si j'exécute, voilà. Voilà ce que ça donne.